merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Parce que c'est ta personne évidemment qui est importante pour nous, mais tu représentes une boîte aussi qui a un énorme succès, pas seulement dans le digital, dans l'économie française, surtout que quand vous l'avez reprise en main avec l'équipe dont tu vas nous parler, c'était pas tout à fait ça. D'autres ont moins réussi, des concurrents. Voilà, je voulais qu'on parle un peu de ça parce que s'il y a bien quelqu'un qui incarne, et une entreprise qui incarne ces relations durables, c'est toi et c'est La Redoute. Donc voilà, est-ce que tu peux déjà nous dire maintenant, aujourd'hui, où vous en êtes? Il y a eu un rebranding, une nouvelle orga, il y a, je crois, les 2 présidents qui n'y sont plus. Forcément, ça entraîne quelques mots sur La Redoute aujourd'hui. C'est vrai que quand tu m'as... D'abord, merci pour l'invitation. Je suis toujours ravie d'intervenir avec Views. Quand tu m'as parlé du thème relations durables, je trouve que ça correspond vraiment à La Redoute, dans le sens où l'entreprise, déjà, est une entreprise patrimoniale qui a plus de 180 ans, mais même la façon dont on fonctionne et finalement notre histoire plus récente, c'est une histoire de durée. Alors dans durable, il y a aussi sustainable et responsable, on y reviendra. Mais par exemple, pour juste parler de moi 2 secondes, ça fait 11 ans que je suis à La Redoute et je ne suis pas un cas isolé. On va parler de nos 2 anciens présidents qui sont partis il y a 6 mois, mais ils se sont inscrits 10 ans dans l'entreprise, pour Nathalie un peu plus d'ailleurs, et pour Eric 8 ans et Nathalie 12 ans, mais vous voyez des temps vraiment longs, des temps longs de dirigeants, et je trouve que ça manque aujourd'hui, surtout quand on transforme une entreprise, c'est-à-dire que pour moi, pour transformer, la transformation est longue. Voilà. La croissance, la scale-up, le développement d'une nouvelle entreprise, c'est long. Souvent, les gens qui réussissent vous le disent, ils ont mis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des choses très rapides, mais c'est vrai que c'est un temps long. Et la transformation, finalement, des acteurs plus historiques prend vraiment du temps. Donc, où on en est aujourd'hui? La Redoute a beaucoup changé depuis 10 ans. On est devenu une marketplace de référence, essentiellement avec un business orienté sur la maison. C'est vrai que ce n'est pas su suffisamment encore aujourd'hui. C'est à peu près 60-65% de notre chiffre d'affaires. Et pourquoi on a fait un nouveau rebranding? Pas simplement parce qu'il fallait changer, mais parce qu'on s'est rendu compte qu'en perception, finalement, quand on est une entreprise patrimoniale, tout le monde vous connaît et a une image de La Redoute, parfois ancienne, et il y avait encore trop de prospects ou de non-clients qui pensaient que La Redoute était restée un catalogue de vêtements pour femmes. Bon, oui, oui. Mais les vêtements pour femmes sont toujours là, hein, mais pour vous, mesdemoiselles. Donc, du coup, c'était important de marquer un changement et ça ne vous aura pas échappé qu'on a fait un choix drastique qui fait pas mal parler, mais moi je trouve ça intéressant, un peu de polémique, ça montre qu'on est en vie. Et puis si on est trop consensuel, on ne marque pas les esprits. Donc, du coup, ce rebranding, ça fait quand même un moment qu'on y travaille. C'est vrai que pour Philippe Berland, qui est le nouveau CEO, et moi-même, c'est aussi pour marquer une nouvelle ère de La Redoute. Il y a eu cette ère de transformation portée par Nathalie Bala et par Éric Courteil, avec finalement leur comité de direction, j'y reviendrai. Et puis là, finalement, on est l'équipe, hein, on est quasiment tous restés. Il y a quelques nouveaux. Heureusement, ça se renouvelle dans les entreprises, mais la plupart de l'équipe autour d'eux est restée et on est en train d'écrire la prochaine page. Alors, je ne vais pas parler à leur place. Ils avaient, on va dire, réussi vraiment le retournement et déjà transformé profondément l'entreprise sur notamment la logistique, la culture, l'arrêt du catalogue, etc. Nathalie parle quand même beaucoup de ça, vous l'avez sûrement entendu. Pour ma part, quand on a discuté avec les Houzé, qui sont nos nouveaux actionnaires, donc les propriétaires du groupe Galeries Lafayette, est-ce qu'on reste pas? On se pose des questions. Au bout de 10 ans, on se dit, est-ce que j'ai pas fait le tour de piste de trop? Est-ce que je peux encore apporter quelque chose à l'entreprise? En tant que dirigeant, c'est le sujet. C'est bien de durer, mais à un moment donné, il faut laisser sa place aussi. Et puis finalement... Philippe a décidé de se réengager et il m'a dit mais est-ce que tu restes? Et j'ai dit écoute pourquoi pas mais il faut que je me mette en challenge. Bon bah là j'ai pris cher. Hein. Franchement commerce et marketing là juste en ce moment maintenant là je m'éclate. Je m'éclate. Donc j'ai pas du tout le sentiment d'être usée ou d'avoir fait le tourpide. J'ai recommencé vraiment une nouvelle aventure parce que finalement quand on change, on a l'impression que les têtes ne changent pas mais tout change.
quand vous avez deux patrons et que c'est un équilibre, hein. Cette histoire de transformation, c'est un équilibre, c'est un jeu. C'est comme une pièce de théâtre, et puis tout d'un coup, quand il y a deux acteurs qui disparaissent, tous les rôles changent. Et en fait, c'est très intéressant comme aventure humaine. Et donc, je suis ravie et je me réinscris volontiers dans la durée pour cette nouvelle étape. Alors, quand on parle de relations durables, on parle de relations pérennes, profondes, enfin, c'était nos échanges. C'est aussi une question parfois de vie, de survie, enfin, essentielle pour l'entreprise. C'est comment, dans un contexte difficile, eh ben, on en connaît un, justement, et c'est l'une de tes missions. Donc, comment est-ce que toi, tu articules ça ? Alors, en fait, c'est vrai que la particularité de la Redoute et de l'équipe aujourd'hui, dirigeante ou collaborateur, c'est que pour un certain nombre, on a déjà vécu une grosse crise puisque l'entreprise était en mode survie, perdait beaucoup d'argent et est passée par la case tribunal du commerce. En tout cas, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais on a failli y aller. Je peux vous dire qu'on se fait peur ce jour-là. Et du coup, cette capacité de résilience, elle est là. Et puis après, voilà, c'est un peu les montagnes russes. Vous avez le Covid et là, tout le monde s'éclate, une croissance de 20%, on passe le milliard de chiffre d'affaires, la rentabilité est indécente. Youpi, youplala. Et puis vous vous réveillez en début... Déjà, on se réveille déjà l'été dernier, hein, sincèrement. Mais bon, on va dire que l'année 2021, elle est faite. Et là, vous commencez à vous dire, là, il se passe un truc. Et donc, il faut finalement reshaper, je ne sais pas comment le dire en français, la transformation, passer à une autre étape, rendre l'organisation, je dirais, plutôt plus adaptable qu'agile. J'aime pas trop ce mot d'agile qui... C'est quoi la différence pour toi ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Non, mais c'est que le agile, c'est toujours les trucs, les mots à la mode, etc., etc. C'est pas le agile, c'est très lié à la façon dont on fait la tech aujourd'hui, et c'est très bien, et on fait aussi ça, les features, les machins, les trucs, les bidules. Ok. Le sujet de l'adaptabilité, c'est plus de se dire comment justement l'organisation devient résiliente, comment dans une crise elle capte les opportunités parce qu'il y en aura. Tout à l'heure, on a vu Nicolas Louvet, oui, il y a une grosse crise sur le Web3, mais en même temps, c'est une bonne chose, ça régule et ça fait partie. Ça fait un peu vieillissage qui parle, mais bon, c'est une entreprise. Complètement d'accord. Voilà, ça lave un peu le. Et c'est pas facile à vivre, et c'est des crises. Mais voilà, ça fait partie. Il y a des régulations en permanence. On est disrupté. Enfin, moi, je suis un peu une vieille routarde du retail. Avant, j'ai fait 10 ans de Fnac, donc autant vous dire que les Amazon & Co, les marchés qui se disruptent et qui disparaissent, ça fait 25 ans que je travaille là-dessus et que je vois ça. Alors, qu'est-ce qui rend une équipe adaptable ? Donc, concrètement, tu as des exemples Alors, sincèrement, il faut rester super humble. C'est difficile. C'est difficile parce que dans ces cas-là, en fait, il faut se remettre en cause en permanence, ne rien prendre pour acquis, et changer en permanence. Et l'humain n'aime pas le changement. Voilà, c'est désagréable en fait. Hein. Vous êtes bien dans vos petits trucs, dans votre habitude, dans votre canapé bleu là. Et puis non, on dit tiens, il va falloir passer au micro, etc. C'est quand même quelque chose de difficile. Donc c'est beaucoup d'explications. Pourquoi je fixe un cap ? C'est-à-dire qu'il faut quand même toujours donner un repère, une North Star, ce que vous voulez, etc. Pour guider les équipes. Mais en même temps, il faut leur expliquer que le chemin n'est pas linéaire et que parfois sur certains objectifs, il va falloir ralentir. Et oui, j'avais dit à droite et on va aller à gauche. Et donc cette capacité finalement, c'est ça en tant que COMEX finalement, hein, on définit comme ça l'adaptabilité, mais parce qu'on n'a pas le choix. Et quand vous êtes petit, parce que finalement on reste petit, alors là, la dame, je ne sais pas son prénom, nous a présenté comme une vieille dame. Oui, la Redoute, c'est une vieille entreprise et mais on reste une grosse PME. Et par rapport aux acteurs e-commerce qu'on a en face de nous, qui sont des acteurs européens, voire mondiaux, on est petit, c'est un peu David contre Goliath. Donc comment tu trouves finalement ton chemin de croissance rentable ? Parce que pour nous, la question est là. Ça a toujours été le cas et donc on n'est pas dans l'achat de parts de marché à tout prix. Donc le sujet de la pérennité, si on en revient à la durabilité de l'entreprise, la pérennité économique est fondamentale. Et on voit bien aujourd'hui, malheureusement, les séismes qu'il y a sur la tech, aux US, sur plein de sujets, etc. Et sur les survalorisations qu'il y a eu parfois sur certaines startups. Et même si ça fait partie du jeu, et moi je suis pro-innovation et création d'entreprise, à un moment donné, il y a des trucs qui étaient dans le délire. Donc nous,
bah voilà, comment tu passes les étapes, comment tu passes les époques, et ce sujet donc du coup c'est d'allier finalement opportunité avec un management de coûts quand même assez strict, assez difficile. Et c'est justement sa question, c'est là on a un cas concret, il y a cette crise inflationniste. Ouais. Dans quelle mesure ça vous touche et qu'est-ce que vous faites face à ça? Qu'est-ce que ça change? Et je dirais aussi, pardon, s'il y a 3 questions en ligne, c'est aussi malgré tout quelles opportunités vous voyez. Donc c'est trois choses donc, ce qu'on remarque aujourd'hui en e-commerce, tu as une grosse crise de trafic. Donc voilà, il n'y a pas un acteur qui va vous dire j'ai un trafic positif. Mais par contre, il y a un sujet de quelle qualité tu as de trafic et surtout, finalement, est-ce que tu as un certain nombre de clients qui sont fidèles? On en revient à la durabilité. Donc on va avoir des stratégies moins d'acquisition, un peu plus de fidélité. C'est du bon sens. Hein. Le retail et le commerce, c'est du bon sens. Et on se rend compte que ça marche. Je suis capable de faire des semaines positives avec un trafic à -20. C'est possible. Donc, du coup, c'est la question aussi de l'expérience, de l'utilité, de la valeur que tu apportes à tes clients. Donc, tes fondamentaux, pour moi, il faut les garder, c'est-à-dire la qualité avant tout. Tout à l'heure, il y avait la personne de Showroom Privé, j'étais très intéressée parce qu'on se rend bien, et je lisais un autre article sur Amazon qui accélère sur les produits de luxe vintage, enfin seconde main, et puis on voit que Showroom s'y met, et tout le monde se met sur la seconde main. C'est un raz-de-marée, en retail aussi. Et donc, à un moment donné, bah oui, et c'est très bien. Mais tout ça, ça disrupte énormément nos marchés. Et donc, comment tu te recentres aussi à la fois, tu adaptes les usages, mais tu arrives à se dire, si je vends, pour nous, pour être plus clair, on pense que si on ne vend pas de la qualité demain, et donc une qualité qui pourra avoir une seconde vie, voire une troisième vie sur le marché, en termes de produits, on ne ferait pas bien notre métier. Et la qualité, c'est cher. Et la qualité, Au c'est début cher. Donc, du coup, pour en revenir à l'inflation, oui, tu as une inflation des prix qui est importante, mais là, en ce moment, on est en train de repenser complètement notre stratégie prix. Et c'est un travail colossal, parce qu'on a encore un modèle très promotionnel. Et donc, à quel point, mais sauf que la promotion, si à un moment donné tu montes tes prix, puis tu fais d'autant plus de promos, tu perds aussi le consommateur. Donc, on a encore des grandes phases de transformation à faire pour aller finalement vers un contrat avec nos clients de plus en plus transparent et de plus en plus simple et compréhensible pour eux. En termes d'animation promotionnelle, en termes de traçabilité des produits, en termes de fabrication, etc. etc. Est-ce qu'il y a des lignes que vous supprimez, que vous ne ferez plus? Est-ce que ça transforme encore votre offre? Parce que c'est aussi votre succès, l'origine de votre succès. Typiquement sur la marketplace, on va vers une marketplace qu'on appelle curative. C'est-à-dire que sur un choix de vendeurs qui délivre un excellent service et dont on connaît la traçabilité des produits, je ne citerai aucun autre concurrent, mais ça ne vous aura pas échappé que ce n'est pas la stratégie de la plupart des marketplaces. Mais dès lors qu'on n'est pas à 10-20 millions de produits, on se dit qu'au contraire, on ne croit pas à l'hyper-choix, par exemple. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas à la longue tail, qu'on n'aura pas quand même énormément de choix sur la Redoute. Dès lors que vous dépassez 500 jupes, vous êtes dans l'hyper-choix, hein, je peux vous le dire. Donc il n'y a pas besoin d'en avoir 5000. Donc la question... Pour nous, c'est finalement, c'est toujours la question de l'utilité pour nos clients. Donc, comment on a la meilleure sélection produits, vendeurs pour nos clients et comment on leur facilite ensuite, en ajoutant de la personnalisation, cette sélection, l'entrée dans le choix. Donc après, on a les mêmes problématiques que tout le monde sur la data, la personnalisation, etc. Mais au départ, on va être de plus en plus sélectif sur notre marketplace. Et mon sujet, c'est un sujet d'account management, c'est pas un sujet de newbies. C'est un sujet de dire je choisis sur chaque catégorie ou sous-catégorie les bons vendeurs, les marques qui gagnent, et avec eux, je travaille des partenariats. Donc j'ai une relation plus partenaire qu'une relation purement fournisseur classique. Donc en fait, on pense qu'il y a une autre voie, effectivement, sur la façon de faire le business par rapport au marketplace aujourd'hui. Donc, on est en train de changer pas mal de choses. Donc ça, c'est sur l'aspect marketplace. Sur l'aspect produit, on a commencé depuis longtemps à transformer nos produits pour qu'ils soient plus responsables. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi... et la loi nous y pousse, et c'est tant mieux, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de green bashing dans tous les sens. Et en fait, l'enjeu, c'est encore une fois, hein, c'est
c'est que le consommateur, c'est la transparence pour nous, c'est que le consommateur sache que cette table, elle est faite dans telle matière, elle est faite à tel endroit, etc. C'est complexe en termes de back-office. Il y a des acteurs qui sont bien plus avancés que nous, qui sont natifs sur la façon de faire leurs produits, sur la responsabilité. Mais c'est pour Philippe et toute son équipe la nouvelle transformation de la Redoute. On a passé des étapes de transformation et on sera toujours en transformation sur le retail. Et pour nous, la prochaine, c'est vraiment autour de la RSE. Donc, on a fait d'énormes progrès, par exemple, sur nos marques internes, notamment prêt-à-porter. On a forcément au minimum... Vous avez un programme ? Un critère. Oui, on a un programme qui s'appelle We Are Future. Mais au-delà de ça, si tu veux, le programme, il regroupe plein d'initiatives et c'est déjà très bien. Et on a été bons élèves sur plein de sujets. Mais transformer plus profondément ton entreprise, c'est pas simplement je suis en coton bio, mais le produit est éco-conçu. C'est une autre étape de transformation. Et ça change radicalement le métier, la façon de le faire. On sait que c'est une filière pour qui les sujets d'environnement et les sujets sociétaux, les sujets de green sont extrêmement complexes. Particulièrement sur la mode. Mais du coup, comme on est devenu relativement petit en mode, je vous l'ai dit, notre business aujourd'hui, il est allé à 60% sur la maison, 10% à peu près sur d'autres catégories, et une trentaine de pourcents sur la mode. Et dans cette trentaine de pourcents, tu as ta marque interne, tu as tes marques, tu as tes partenariats avec des marques nationales, internationales, et tu as de la marketplace en mode. Donc, en fait, c'est le choix de dire, finalement, on va aller vers du produit de qualité, du produit durable. Et puis, en fait, la façon dont les gens consomment la mode est très différente aujourd'hui. On met tous beaucoup moins d'intérêt dans le vêtement. Donc, autant qu'il soit très qualitatif, qu'il ait une seconde vie. Voilà, c'est pas qu'on devient niche, mais il y a quand même une façon. À côté de nous, il y a des mastodontes, donc c'est quel parti pris tu as. C'est-à-dire que je pense que si à un moment donné, tu n'as pas de parti pris, tu ne vas pas durer non plus. Non, mais c'est sûr que très modestement, je peux que me reconnaître à fond dans cette approche quali de parti pris. Alors, le temps vous est passé, mais il y a peut-être un dernier point, c'est aussi la relation avec vos partenaires. Très rapidement, ça c'est quelque chose aussi d'intéressant chez vous. C'est vrai que nos partenaires, je pense, je sais pas moi par exemple, je sais pas, aux agences publicité. Enfin, vous avez un écosystème avec lequel vous avez travaillé sur la durée. En fait, c'est sûr que quand, là, c'est l'occasion de leur rendre vraiment hommage. C'est-à-dire que quand on est parti dans la transformation, ça a commencé vraiment en 2012, donc ça fait 10 ans. Il y a un certain nombre de partenaires clés qui ont vraiment joué le jeu. Je crois que tu ne transformes pas une entreprise seule, ni seul en tant que dirigeant, évidemment, c'est avant tout le talent de tes collaborateurs, mais ni seul quand tu as un écosystème autour de toi. Par exemple, et pour leur rendre vraiment... pour les remercier, c'est vrai qu'on a arrêté le catalogue. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représentait pour la Poste. Ils ont vraiment joué le jeu. Ils nous ont accompagnés dans cette décélération, dans cette décroissance. Et aujourd'hui... On les connaît bien, on est vraiment assez étonnés de leur transparence sur ce sujet, leur côté volontariste, même, alors qu'on pourrait se dire que c'est contre leur intérêt. Alors, ils se sont aussi transformés. C'est d'ailleurs un sujet passionnant, la transformation de la Poste, de tout le groupe La Poste. Et ils ont acquis beaucoup d'entreprises, etc. Ils ont développé énormément de business dans le digital et autres, et dans la data et dans plein d'autres choses. Mais typiquement, ils ont vraiment joué le jeu. Mais plein d'autres entreprises ont joué le jeu. Et c'est vrai que même sur la partie publicitaire ou agence, on travaille avec les mêmes agences médias depuis 10 ans, voire 15 ans. Donc c'est des relations vraiment partenariales. Enfin, pour moi, on ne fait pas une aventure de transformation seule. Amélie, merci. On a passé notre temps, mais c'était passionnant. Et en tout cas, j'espère que notre partenariat sur la Nuit des Rois va continuer longtemps. La prochaine, c'est la 10e édition. On compte sur toi. Merci infiniment. Merci. De ce témoignage sincère.